donc, je suis médecin sur le CHU de Grenoble. Et par ce biais, donc, je pratique le secours en montagne. Et je vais vous faire, autour de cette présentation, un petit retour d'expérience pour vous expliquer le parcours qu'il faut faire pour pouvoir pratiquer le secours. Et puis après, quelques retours d'intervention. Donc, pour pratiquer le secours en montagne, il faut quelques prérequis. Et pour cela, il faut d'abord savoir faire du SMUR. Du SMUR routier, classique. Comme vous pouvez le constater sur les deux photos, en SMUR, il y a énormément de moyens qui sont déployés. Beaucoup de pompiers qui nous aident à faire la technique de secourisme, à désincarcérer les patients. Il y a aussi souvent des infirmiers sapeurs-pompiers qui peuvent aussi déjà préconditionner le malade. Et puis, il y a les équipes SMUR. Des fois, on est seul, des fois, il y a 2 équipes SMUR. Et une équipe SMUR, c'est un ambulancier, souvent bien rodé, un infirmier, un médecin. Et nous, on est au CHU, donc on a souvent un externe ou un interne ou un étudiant. Le deuxième prérequis qui est plus personnel, c'est que pour faire du secours en montagne, il faut être à l'aise dans le milieu montagnard. Ça paraît évident pour les secouristes, qui sont pour la plupart des guides de haute montagne, mais pour le médecin, ce n'est pas forcément une nécessité, même si ça le devient de plus en plus, une question de sécurité pour soi. Comme vous pouvez le voir là sur une photo dans le massif du Mont Blanc il y a 2 ans. Cette pratique, elle permet d'avoir ce qu'on appelle dans le milieu le pied montagnard. En gros, quand on demande d'aller sur une falaise ou sur un glacier, il faut savoir mettre ses crampons rapidement sans être stressé. Il faut savoir faire un nœud sur un baudrier pour s'assurer. Il faut savoir se balader sur une corde, faire un rappel. Et tout ça, ça ne s'apprend pas comme ça en 30 secondes. Donc, au plus on pratique en exercice encadré, mais aussi personnellement, au plus on est à l'aise et on arrive à être concentré sur notre métier qui est de médicaliser le malade et pas concentré sur arriver jusqu'au malade en vie. Ces 2 prérequis, donc, ils sont très importants et ils sont encadrés par un diplôme interuniversitaire qui s'appelle le DUMUM, donc, qui veut dire Diplôme interuniversitaire de médecine d'urgence en montagne. Et il s'articule autour de 4 sessions d'une semaine. Et au cours de ces 4 sessions, on va se mettre dans le milieu, donc soit en paroi avec l'escalade, soit en canyoning, en spéléo, en alpinisme et aussi en ski, que ce soit du ski de station ou du ski de rando. Et au cours de ces 4 semaines, on va être encadré par des professionnels, donc des secouristes et des médecins qui pratiquent le secours. Et on va apprendre les techniques de secourisme, les techniques d'évolution en montagne, et puis aussi réussir à appliquer nos connaissances médicales sur le terrain, dans le milieu. Donc, comme je vous l'ai dit, ces 4 semaines, elles sont encadrées par des secouristes professionnels qui sont soit des CRS, soit des gendarmes du peloton de gendarmerie de haute montagne, le PGHM. Et ils sont là pour déjà préparer l'exercice et nous mettre, nous, en sécurité. Ils sont là aussi pour nous apprendre des techniques de secourisme, parce qu'on est médecin, mais on n'est pas secouriste. À part notre formation de gestes d'urgence quand on est externe, et encore, on s'est à peine massé à la suite de ces ateliers de quelques heures. On ne sait pas bien déplacer un patient traumatisé en respectant l'axe tête-coutron. On ne sait pas poser un collier comme il faut. On ne sait pas le faire dans des conditions comme sur une scène là, à plat. Donc imaginez-vous pendu dans un baudrier sur une falaise. Et donc tout ça, ça s'apprend. Il y a aussi en général 1 ou 2 médecins par groupe qui nous permettent de faire des cas de simulation en temps réel, encadrés, et qui donc supervisent ces cas et essaient de nous faire travailler comme si c'était de la simulation de fidélité sur un mannequin, sauf que là, chaque stagiaire prend à tour de rôle soit le rôle du médecin, soit le rôle de secouriste, soit le rôle du patient. Et on tourne comme ça tout au long des semaines.
Là, vous pouvez voir un exercice en crevasse de simulation. Donc, la personne qui est de dos avec le casque orange, c'est un patient qui est tombé en alpinisme et qui a une suspicion de fracture de fémur. Et la personne qui a les lunettes et le casque bleu qui regarde en l'air prend le rôle du médecin et donc est descendu et est en train d'essayer de médicaliser ce patient. Les 2 dernières images que je vous ai présentées là, sont issues d'un documentaire qui est passé sur France 5. Je voulais juste le signaler. Donc, j'ai validé mon DUMUM. Je suis à peu près un montagnard aguerri. J'ai fait quelques sorties. J'ai du SMUR derrière moi. Je pratique depuis 2 ans, 3 ans. Je suis éligible à la pratique du secours en montagne. J'ai tous les critères. Il m'en manque un seul, c'est qu'il faut que je sois formé au treuillage. Alors le treuillage, c'est une des techniques qui nous permet d'arriver sur site. C'est en gros un câble qui est accroché à l'hélicoptère et qui nous descend jusqu'au sol. Ce câble, il est assez long, jusqu'à 80 mètres. C'est quand même très important d'être formé parce qu'il faut être dans des bonnes conditions de sécurité. Il faut savoir comment arriver dans l'hélicoptère à se positionner pour être treuillé, comment arriver au sol et dire au mécano, donc le mécanicien opérateur de bord, on appelle ça un MOB, qu'on arrive au sol. Et puis pareil, il faut lui dire comment il peut nous remonter quand on est prêt. Et puis surtout, quand on remonte avec la barquette, où il y a le patient qui est allongé, il y a des techniques pour pouvoir réussir à le monter en toute sécurité à l'intérieur. Ça, donc c'est obligatoire pour commencer à faire du secours en montagne. Et après, il y a un certain nombre de treuillages qui sont obligatoires tous les ans, auquel cas on est obligé de repasser la formation. Après, moi je travaille à Grenoble, c'est un gros site de montagne. Et en une saison d'hiver, on a largement le nombre de treuillages. Par contre, il y a d'autres sites dans les Alpes qui ont une activité un peu moins importante. Et des fois, ils sont obligés de se reformer. Donc le secours en montagne, c'est avant tout du SMUR. Et donc ça veut dire que c'est l'urgence réanimation qui va auprès du malade. Et pour ça, il faut avoir exactement le même matériel. Sauf qu'on ne peut pas avoir une ambulance avec tout ce qu'il y a dedans. Et il faut qu'on ait du matériel un peu plus adapté. Et donc on a 2 sacs. Ces 2 sacs, ils font à peu près 15 kg chacun. Vous voyez sur les photos là, le sac de gauche, c'est notre sac qu'on dit principal. Celui-là, je l'amène toujours avec moi en intervention. Il y a de quoi perfuser, ventiler, intuber. Il y a une petite sacoche avec les principales drogues. En gros, il y a de l'adré, de quoi faire une analgésie, sédation et intuber un malade. Et après, il y a quelques autres médicaments. On a un scope, un défibrillateur semi-automatique. Et en plus, on a notre propre matériel de sécurité, c'est-à-dire un piolet, des crampons, du matériel de remontée sur corde. Et l'hiver, on a une doudoune, une veste pour la neige, des gants. Donc tout ça, ça fait un sac assez volumineux. Le sac de droite, c'est le sac dit de réa, c'est-à-dire que celui-là, on n'est pas obligé de descendre avec, selon l'intervention sur laquelle on va. On peut le faire venir dans un deuxième temps avec un obus d'oxygène. Et ce sac contient donc une aspiration, un respirateur, un set d'intubation difficile, un kit de sérum salé hypertonique, 2 pouces seringues, un kit d'ALR, un kit de thoraco, enfin tout plein de choses qu'on n'utilise pas forcément en première intention. Donc voilà, vous pouvez voir quelques adaptations. Souvent, c'est des choses qui sont plus petites, plus légères, pour être plus transportables. Et par contre, ça reste quand même beaucoup moins performant. Le respirateur, c'est basique, quoi. Ça pousse de l'air et puis basta. D'accord ? Je vous ai mis un stylo à côté du scope et du DSA pour vous montrer vraiment l'échelle. Hein. Donc c'est un tout petit scope comme ça qui fait le travail d'un scope. Hein. Tension, saturation, rythme cardiaque. Par contre, il ne fait pas d'électrocardiogramme. C'est-à-dire que si on va sur un patient qui fait une douleur thoracique en montagne, il faut qu'on amène le gros scope qu'on a dans le SAMU qui pèse 10 kg. C'est vraiment pas pratique. Donc, dans une démarche
d'amélioration des pratiques et de mise en sécurité de l'équipage et du patient, on a essayé de réfléchir à quelques fiches pour essayer de cadrer les choses et de nous mettre en sécurité. Vous avez à droite une fiche qu'on fait en même temps qu'on fait les inventaires des sacs le matin, qui est donc plus pour notre matériel personnel de sécurité à prendre en fonction des saisons où laquelle on travaille. Et la fiche de gauche, c'est un mémo qu'on se fait avant chaque départ, qui nous permet d'accorder nos violons. En gros, on se retrouve avec tout l'équipage et on dit ce qu'on va faire, le matériel qu'on doit prendre. EPI, c'est équipement de protection individuelle. Des fois, en fonction du secours sur une falaise, il ne faut vraiment pas oublier son matériel de descente sur corde, alors que si on va sur un fémur en station, on n'en a pas forcément besoin. Donc, on adapte le matériel. On se met aussi d'accord sur les moyens qui sont sur place. Comme je vous l'ai dit, des fois, on intervient en station, il peut y avoir des secouristes de la station qui sont déjà auprès du malade, qui ont déjà commencé à médicaliser le patient. Et puis la dernière chose qui est très très importante, parce que souvent, les accidents arrivent, c'est les obstacles sur zone. En gros, quand on décolle et qu'on va sur l'intervention, il peut y avoir d'autres aéronefs, il peut y avoir des parapentes, des câbles, des lignes haute tension. En station, il y a eu un accident il y a quelques temps d'un hélicoptère qui a pris un GADEX. Un GADEX, c'est un système pour déclencher les avalanches. Voilà. Et donc, c'est le boulot du pilote et du mécano d'être très attentif à ça, mais en fait, on est tous dans la même machine, et du coup, on est tous là pour regarder ce qui se passe. D'accord ? Donc ça, on le fait avant de partir, ou alors dans l'hélicoptère, si on enchaîne plusieurs interventions. Donc on est à notre base. À Grenoble, on a deux bases. On en a une qui est dans la plaine à Grenoble, qui marche toute l'année. Et on en a une deuxième qui est basée à l'Alpe d'Huez, qui marche toute la saison d'hiver et le mois de juillet et le mois d'août. Ça sonne. On prend tous nos appels de nos différents interlocuteurs. Moi, personnellement, c'est le SAMU qui m'appelle et qui me donne mon ordre de mission. On se regroupe, on fait notre mémo. On monte dans l'hélicoptère. Et là, il y a plein de mesures de sécurité. Il faut que l'équipage vérifie tous les instruments. Une fois que c'est tout vérifié, il lance la machine, ça tourne. Il faut demander l'autorisation de décoller. Une fois qu'on est en l'air, après, on a les yeux partout et on regarde ce qui se passe. Une fois qu'on arrive sur zone, le mob, donc le mécano, se recule, passe à l'arrière de la cabine et il se vache. Alors se vacher, c'est-à-dire qu'il va prendre une corde et il va la relier entre son harnais et un point fixe qui est dans l'hélicoptère. Il ouvre la porte et il sort à l'extérieur, il se positionne sur le patin. Donc il va vraiment se mettre à l'extérieur de la machine. D'accord ? Et à partir de ce moment-là, c'est lui le directeur des opérations. Le pilote, il ne voit pas du tout ce qui se passe sous l'hélicoptère. Et donc le mécano, c'est vraiment l'œil du pilote. Il va le guider mètre par mètre, puis centimètre par centimètre, d'accord ? À gauche, à droite, devant, derrière. Et après, là, sur cette photo, on va être treuillés. Donc, les uns après les autres, on se met en position, on se concentre, on se penche dans le vide et on se fait descendre. Une fois qu'on arrive à 2 mètres du sol, on fait un signe pour indiquer qu'on arrive au sol, parce qu'ils sont à 50 mètres de haut, la perspective est écrasée, donc ils ne peuvent pas vraiment voir quand est-ce qu'on arrive. Donc là, on fait un signe, il ralentit, et on fait un deuxième signe quand on a touché le sol. Le treuillage, ce n'est pas la seule manière d'arriver sur site. On a ce qu'on appelle l'appui-patin. Grosso modo, l'hélicoptère vient se poser ou alors approcher le plus possible le sol. Il fait un vol stationnaire, l'équipage sort, et une fois qu'on est tous sortis, on attend que la machine s'en aille pour pouvoir bouger. Ça, c'est aussi une façon d'arriver sur l'intervention. Des fois, c'est beaucoup plus pratique d'arriver comme ça que de faire un treuillage si les conditions ne le permettent pas. Ça, c'est le pilote et le mécano qui décident. Donc, après cet appui-patin qui était il y a 2 hivers, on allait prendre en charge un jeune homme de 21 ans qui pensait que le ski alpinisme, c'était une paire de collants,
une petite pipette avec de l'eau et des skis allumettes. C'est-à-dire des tout petits skis comme ça qui pèsent rien. D'accord ? Et ce jeune homme, il est monté tout en haut de la montagne, là, et il voulait faire le couloir qu'on aperçoit à gauche de l'aiguille. Sauf que lorsqu'il est arrivé en haut, il n'a pas une grosse expérience du ski, et du coup, il a eu peur, et il a voulu descendre la première partie très raide, avec les skis sur le dos. Sauf que ce jeune homme qui commençait le ski, il n'avait pas de gants, pas de casque, pas de piolet, pas de crampons, aucun système de sécurité. D'accord ? Eh ben, il a dévissé, c'est-à-dire qu'il a glissé. Il a fait une glissade de 300 mètres. Et par miracle, il s'est arrêté sur cette petite bande herbeuse là, sur laquelle nous sommes. Et je dis vraiment par miracle, parce que derrière ça, il y a une falaise de 50 mètres, et en dessous, il y a un lac gelé. Donc, on ne pouvait pas arriver vraiment sur site en treuil, parce que ça allait faire voler plein de trucs. Donc, ils nous ont déposés en appui patin. Donc, une fois qu'on est au sol, on a mis nos crampons, parce que la neige a été vraiment en béton, et la pente était à peu près 45-50 degrés. Donc, on est monté avec nos sacs et nos matériels jusqu'auprès du patient, à peu près 100 mètres au-dessus. Et puis là, la médicalisation et l'extraction étaient assez complexes parce qu'en fait, on ne tenait pas sur l'herbe, qui était une espèce d'herbe gelée, un peu de gadou. Donc moi, j'ai rapidement examiné, assez rassuré parce qu'il avait des bonnes constantes, et puis surtout, il n'avait pas de déformation, l'abdomen était parfaitement souple. On a l'impression qu'il était plutôt polycontus. Et par contre, il avait une brûlure deuxième degré des deux faces palmaires des deux mains. Vu qu'il n'y avait pas de gants, il a voulu s'arrêter dans la neige et ça a glissé tout le long. Donc là, bon, on lui a fait un pansement, je lui ai mis une voie veineuse pour lui faire un peu d'antalgie. Et puis, on lui a fait donc, un respect de l'axe tête-coutron avec un collier rigide, puis une attelle cervico-thoracique. Et puis là, il a fallu le mettre dans notre civière pour l'évacuer. Vous voyez là, la civière, elle est perpendiculaire au sol, et donc elle est vraiment comme ça. Pour pouvoir le mettre, on s'est mis à genoux, les crampons dans la neige, et on a posé la civière sur nos genoux. Après, le troisième secouriste a fait glisser le patient à l'intérieur, et puis l'hélicoptère est revenu, et il a littéralement arraché la civière du sol parce qu'on ne pouvait pas se stabiliser. J'ai oublié de vous parler quel équipage il y a dans l'hélicoptère. Je vous ai dit qu'il y a un pilote et un mécano. Il y a aussi donc 2 secouristes qui sont une semaine sur 2, soit des CRS, soit des gendarmes. Et puis il y a un médecin. C'est-à-dire que le médecin, il fait tout ce qui est la partie médicale. Il est médecin, il est infirmier, il est aide-soignant, il fait tout. Et après, une fois qu'il a fini son job de médecin, il aide aux techniques de secourisme. Comme je vous ai expliqué, on est 3, donc il faut tout le monde met la main à la pâte. Bon, l'hiver, il fait froid, il y a du vent, il y a de la neige, et les doigts, ils n'aiment pas ça. Et moi, encore moins, parce que j'ai un syndrome de Raynaud. Du coup, on s'adapte. Moi, j'ai 3 paires de gants, j'ai des mitaines, et en gros, je les garde tout le temps, sauf pour faire vraiment des gestes où il faut que je sois en stérile ou des gestes compliqués, mais sinon, je sors mes doigts le moins possible. Et malgré ça, des fois, il fait froid. Ça, c'était cet été. Fin d'été, c'est le mois de septembre. La saison d'alpinisme en glacier est quasiment finie, parce que les glaciers, ils n'ont plus de neige, sont plein de crevasses. Mais par contre, l'escalade en arête se fait encore beaucoup. Et donc, on reçoit un appel en fin de matinée, vers 11h. Un couple a été arraché de l'arête par un gros bloc, alors qu'ils évaluaient ce qu'on a en corde tendue. C'est-à-dire qu'ils ne mettent pas de système qui est accroché à la falaise, ils font passer la corde autour des rochers pour que s'ils tombent, ça les retienne. Et là, malheureusement, il y a un bloc qui est tombé qui les a emportés. Et à l'appel, ils sont 2, mais il y en a une qui est grave et qui aurait le bassin fracturé. Et donc là, je vous ai matérialisé leur chute. Ils étaient en haut sur l'arête qu'on voit là, et ils ont fait une glissade sur cette falaise à peu près 30 mètres, et ils ont fini leur course sur la glace vive, et ils se sont fait arrêter par des énormes blocs, gros comme la Seine là,
alors qu'il glissait sur le ventre, tête la première. Sur la photo, il y a une personne qui est debout, un peu penchée en avant, là, avec une doudoune bleue. Ce mec-là, c'est un des deux patients. Miraculé. Il avait mal juste à une cheville. En revanche, sa conjointe, elle a eu moins de chance. Donc elle a glissé, elle s'est fait arrêter par les blocs qui sont juste devant moi. Moi, je suis accroupi avec ma veste bleue et le casque rouge. Elle est en t-shirt, manche longue, sur de la glace, entre deux blocs, la tête bloquée sur un autre caillou. On est à plus de 3000 mètres d'altitude. Franchement, il fait entre 5 et 10 degrés. Je l'examine rapidement, alors qu'elle est, comme je vous l'ai dit, bloquée sur le ventre. Elle a un coup de luxé. L'autre membre supérieur, il n'est pas accessible parce qu'il est bloqué sous le buste de la patiente. Elle a des douleurs lombaires. Elle a des douleurs très importantes au niveau du bassin. Et elle n'a pas d'autres déformations. Et j'arrive à peine à palper l'abdomen qui paraît souple. Elle ventile bien, elle est consciente et elle ne paraît pas déficitaire. Donc là, j'ai mon premier bilan médical qui est sommaire parce que je ne peux pas bien l'examiner. Et donc, je vais passer sur le côté prise en charge médicale. Et là, je me mets devant, je me gratte la tête, je me dis, mais comment je vais faire pour avoir un abord veineux? J'ai un membre supérieur gauche impossible puisqu'il est luxé, un membre supérieur droit qui est bloqué sous la patiente. J'ai pas de site de ponction à intraos, et puis en plus de ça, elle est Glasgow 15, donc faire une intraos à une patiente consciente, c'est quand même un peu compliqué. Je peux même pas tenter de lui mettre une jugulaire externe parce qu'elle est pas du tout accessible. Et donc là, je dis à la patiente, on est désolé, mais il va falloir serrer les dents, on vous retourne et je vous fais une médicalisation après. Et là, elle m'a hurlé dessus. C'est impossible que vous fassiez ça, j'ai trop mal. Et donc, elle a réussi à me sortir sa main. Débrouillez-vous avec ça. Ok. Donc elle frissonne plein pot. Elle doit être à 36 degrés. On a 3000 mètres d'altitude. Allez, j'arrive à lui mettre un cathé. Je lui pousse 7 gamma de Sufinta. Rien. J'attends un petit peu. Rien. Je soulève le t-shirt. Elle a une énorme plaie de la face postérieure de l'avant-bras. Bon, on se débrouille. On tire le reste du bras. J'arrive finalement à lui mettre un deuxième cathé, on la médicalise, et on arrive, après lui avoir mis donc, une attelle cervico-thoracique, on avait préparé en aval une ceinture pelvienne, on la retourne, on ferme la ceinture, le bassin était fracturé, c'était sûr. Je la réexamine rapidement, ça ventile toujours bien, elle est toujours Glasgow 15, elle n'est pas focalisée, l'abdomen est toujours souple. Je la scope, elle a 17 de tension, elle est tachycarde. Et la saturation, elle est imprenable parce que de toute façon, elle est extrémement trop froide. On la met dans notre barquette, on rappelle l'hélico pour l'évacuer, et entre-temps, elle se dégrade un petit peu sur le plan neurologique, elle vomit 2-3 fois. Donc je lui mets un anti-nauséeux, je mets 1 gramme d'hexacil, et je la remonte dans l'hélico. Alors vous voyez, à ma droite, il y a un petit éventail blanc. On appelle ça une dérive, comme en bateau. Et en gros, ça nous évite de nous mettre à tourner extrêmement rapidement sous l'effet du rotor. Et donc, on arrive à contrecarrer cet effet-là avec cette petite dérive. Et là, ma patiente était tellement grave que j'ai laissé mon équipage sur place avec l'autre patient. On est parti directement sur Grenoble et ils sont revenus dans un deuxième temps les chercher. Au bilan de cette dame, elle a un bassin qui est polyfracturé, mais par chance, il n'est pas hémorragique. Elle n'a pas de lésion abdominale, elle a un petit hémothorax, elle a 3 vertèbres cassées, mais sans compression médulaire. Elle n'a rien au niveau du crâne. Et elle a un coude donc, qui est luxé et qui est toujours déficitaire après réduction. Donc il y a la formation, il y a la pratique. Et après, il y a ce qu'on appelle les recyclages, c'est-à-dire qu'on a des stages tout au long de l'année qui nous permettent de rester à jour de nos pratiques. Il y a 2 formes de recyclage. Il y en a sur Grenoble où on est en équipe avec les secouristes,
Et puis, une fois par an, il y a des stages qui sont proposés à Chamonix avec le SNAS, qui est le Centre national d'entraînement à l'alpinisme et au ski des CRS. Et donc là, c'était un stage SNAS l'été dernier, dans le massif du Mont-Blanc. Depuis 2 ans, on a mis en place des ateliers de simulation en équipe constituée, c'est-à-dire donc 2 secouristes et un médecin, comme vous avez au César ou nous aux urgences avec le CESU. Et donc là, on se met en conditions réelles avec un mannequin haute fidélité. Donc au sol, c'est une corde qui matérialise une petite vire qui est notre espace de travail maximum. On a une corde qui est tendue qui représente ce qu'on appelle une main courante, c'est-à-dire une corde qui est fixée à la paroi et qui nous permet de nous sécuriser dessus. Et puis après, on travaille, on fait notre médicalisation. Et le matin, on est dans des petites gorges pour réviser toutes les techniques de corde. Et donc là, je suis en train de faire ce qu'on appelle une remontée sur corde fixe avec des systèmes d'assurage. C'est une technique qu'on fait souvent parce que on arrive, on pose une corde, on fait un rappel pour arriver auprès du malade. Et si l'écho ne peut pas venir rechercher en treuil selon la configuration du site, eh ben, des fois, on est obligé de remonter sur la corde avec la patiente et des systèmes de mouflage un peu compliqués. Je vais finir ma présentation par ce dernier cas. Donc, c'était aussi l'été. On a appelé pour aller auprès d'un parapentiste qui s'est craché sur une falaise derrière les Deux Alpes. Quand on arrive sur zone, déjà, on a extrêmement mal à le trouver, parce que vous voyez de loin la voile violette, elle est à peine visible sur la falaise. Une fois qu'on a repéré, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on fait ce qu'on appelle un camp de base. L'hélico vient se poser sans couper le moteur. Il dépose le médecin et un secouriste. Le deuxième secouriste reste dans la machine, ce qui permet, lui, d'aller faire le premier bilan médical et de sécuriser la zone. S'il faut qu'il accroche des systèmes de cordes pour que nous, on puisse s'accrocher et être en sécurité. Et donc là, c'est ce qu'on a fait. Et quand il est arrivé sur zone, il nous rappelle en radio, il nous dit c'est impossible qu'on médicalise sur place. Il n'y a aucun point d'ancrage, c'est extrêmement instable. Et en plus de ça, le patient, il est grave, il a les 2 fémurs cassés. Et donc ça, c'est aussi des situations qui arrivent, qui doivent être minimisées au plus possible, mais des fois, on n'a pas le choix. Et donc là, on a fait ça en situation extrêmement dégradée, c'est-à-dire qu'on lui a mis ce qu'on appelle une culotte, donc une espèce d'harnais qu'on peut positionner. Il a été treuillé comme ça avec le secouriste, alors qu'il devait vraiment extrêmement avoir mal. Et ils m'ont amené au camp de base. Au camp de base, on l'a médicalisé, on lui a fait l'antalgie, on l'a un petit peu sédaté. Il avait 2 fémurs pétés, on n'a qu'une seule attelle de fémur. Donc on lui a mis un matelas à dépression et on l'a surtout ramené extrêmement rapidement à Grenoble. Les Deux Alpes Grenoble en hélico, c'est 15 minutes. Donc voilà, ça c'était notre camp de base. Et donc après bilan au déchocage, il présente uniquement, si on peut dire, les 2 fémurs fracturés avec une fracture ouverte. Je ne sais pas si vous connaissez un alpiniste qui s'appelle Reinhold Messner. Il est un peu connu, il a fait les 14 8000 du globe. Et il disait que la montagne n'était ni juste ni injuste, elle est tout simplement dangereuse. Et ça, c'est vrai pour les patients qu'on va chercher, mais c'est aussi vrai pour nous en tant que secouristes et médecins. Et il y a eu une petite piqûre de rappel le 12 octobre dernier avec un collègue secouriste qui est décédé en intervention. Donc c'est vraiment un métier qui est passionnant, avec des expériences humaines qui sont incroyables, mais qui est vraiment pas dénué de risques. Et pour ça, il faut être tout le temps extrêmement concentré et essayer d'être le plus possible en sécurité pour pouvoir prendre en charge correctement les patients et surtout, nous, rester en vie. Je vous remercie.